sur la détermination des orientations prioritaires de la ville d'Orange en matière de formation des élus. Donc je pense qu'on a été suivi très attentivement, que la liste des thèmes de formation est relativement importante. Donc je demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver les orientations en matière de formation des élus ci-dessous. Préciser que le règlement intérieur pour la formation des élus sera également adopté et que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent à ce dossier. Monsieur le maire, je viens vous signaler que selon moi, il manque plusieurs thèmes majeurs de formation, en particulier ceux relatifs au contexte global dans lequel la commune évolue et doit s'adapter, à savoir la transition énergétique, la crise climatique et environnementale. Rien non plus sur l'autre défi majeur de notre temps, celui du dynamisme économique et de l'emploi. Votre slogan de campagne, une ville propre, belle et sûre, nous parle d'une ambition qu'on pourrait avoir pour un cimetière, calme et fleuri. Si ce slogan vous assure une rente électorale certaine, il amène la ville à un désastre économique et humain. Réduit à ne faire exister la ville que par l'apparence des choses, vous êtes lancé dans une course effrénée aux étoiles des villes fleuries, au spectacle de divertissement incolore et du moins-disant culturel. Notre ville meurt parce qu'elle n'a plus d'âme. Désormais, la rue Victor Hugo se réduit à 4 boutiques environ. Vous laissez mourir les commerces du centre-ville dans la plus totale indifférence, parce que souvent, les commerçants ne sont pas vos électeurs. Je vous propose que votre premier adjoint, conseiller professionnel depuis le début de sa carrière, suive une formation relative à la vie dans le monde réel et non protégé de l'entreprise. Il y poursuive son expérience par un stage d'une dizaine, voire d'une vingtaine d'années, avant de prétendre au poste qu'il occupe actuellement par le fait de prince. Vous-même, pourriez avantageusement suivre une session sur l'exemplarité du comportement du premier magistrat de la ville dans l'exercice de ses fonctions. En conclusion, je vous demande de rajouter les thèmes de la crise environnementale et de celui du dynamisme économique au centre-ville à votre liste de formation. Oui, je rajouterai donc concernant effectivement ce manque de formation, ce manque de compétences sur la dynamique économique d'une ville. Je voudrais m'inscrire en faux contre les propos de Yann Bompard, qui a donc signifié que la ville était une ville qui investissait, la ville d'Orange. Or, c'est tout à fait le contraire de ce qui a été soulevé dans le précédent rapport de la Cour régionale des comptes, puisque justement la ville d'Orange a été retoquée par rapport à son sous-investissement. Donc, soit vous êtes un menteur, soit vous êtes un opposant. Bravo. Oui, moi je me joins à ce que dit la moyenne parce qu'en fait, cette énumération à la primaire, c'est une énumération de services, mais pas de compétences ni d'objectifs politiques. Et donc en fait, nous aurions préféré que cette délibération axe la formation sur 4 grands thèmes. Les fondamentaux de l'action publique locale liés aux enjeux nationaux et territoriaux. Les formations en lien avec les communes, leurs délégations, mais aussi également avec les enjeux planétaires de la façon dont ils sont gérés à l'échelle locale. Je pense par exemple à la transition écologique, mais on pourrait aborder aussi d'autres phénomènes. Également aussi, un troisième thème, les formations liées avec la gestion et l'évaluation des politiques publiques, ça manque grandement en Orange. Et les formations également pour l'efficacité personnelle, parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression que depuis que vous êtes élu, votre conseil municipal, dans sa majorité, fait preuve d'une intervention active dans le débat municipal. Et donc peut-être que vous ne favorisez pas leur voie en formation pour leur permettre d'être des élus éclairés. Donc voilà. Donc cette délibération aurait pu être beaucoup plus écrite si on définissait des enjeux politiques pour la ville d'Orange. Donc nous nous abstiendrons. Alors moi je finirai parce que j'avoue que quand j'ai reçu l'ordre du jour du conseil municipal, le titre de cette délibération m'a fait sourire. Détermination des orientations prioritaires. Donc ça veut dire que vous considérez qu'il y a un manque de connaissances ou de formation dans la gestion des dossiers
sur toutes ces compétences. Alors moi, je m'interroge surtout sur une chose, donc je regrette effectivement qu'il y ait des compétences qui ne soient pas abordées. Donc je rejoins mes collègues sur l'environnement et l'écologie, surtout sur politique de la ville verte, parce que nous aurons une petite délibération présentée par M. Marquesto sur le fait qu'on va ouvrir des marchés publics pour des batteries. Bon, on en reparlera tout à l'heure quand ça sera le moment. Mais moi, je m'interroge surtout sur une urgence pour le développement et l'avenir de notre ville, que vous n'abordez pas, et qui fait partie du contrat de politique de la ville, dont j'avais déjà demandé le bilan des actions réalisées lors de mes derniers conseils municipaux. Et moi, je voudrais qu'il y ait une formation habitat et renouvellement urbain. Pourquoi? Parce que, à Orange, il est urgent de requalifier les quartiers anciens qui sont dégradés. Il est urgent de penser également au vieillissement de notre population et au logement que nous pourrons leur proposer. Et surtout, je me rends compte que quand vous dites, M. Bompard, et je ne peux pas vous le laisser le dire, quand nous avons fait la délibération 1 bis, que vous incitez à l'installation, d'accord, de bail commercial. Mais Madame Bandini, elle est présente sur la localité depuis des années. Ce n'est pas une nouveauté que vous nous faites. Et quand je vois qu'il y a un appartement place Gilles La Royenne, qu'on a payé, la ville a payé 70 000 €. On est après, dans le recueil administratif des actes administratifs, à près de 400 000 € de coûts de revient. Donc il y a un manquement dans la connaissance de cette compétence de la part des élus. Je suis désolée de vous le dire. Il y a un travail énorme à faire sur la rénovation du parc immobilier. Quand je vois dans le journal que vous envisagez de construire 800 logements quartier de la gare, mais avant tout, occupons-nous du Niagara que vous avez acheté et qui est en train de vieillir et qui nous faudra du pognon monstre pour tout rénover. Voilà. Je sors de moi. Bien fini. Est-ce que tout le monde est bien intervenu? Elle n'est pas intervenue, tu vois, elle a bonne parole. Oui, j'avais des choses à dire, Madame Aoui, peut-être? Non. On a des élus compétents. Denis, tu veux répondre ou tu veux que je commence? Denis? Non, vas-y. Alors, chers collègues, je fais le tour, j'ai marqué mais j'ai oublié. Alors, Monsieur Laroyenne, oui c'est ça. Monsieur Laroyenne, bon, je vous obsède apparemment, je ne sais pas ce que vous avez avec la famille et moi, mais alors vraiment, vous détestez la famille, les filiations, c'est symptomatique. À chaque conseil municipal, vous rêvez de moi, vous cauchemardez, je ne sais pas, mais ou alors vous m'aimez secrètement, mais moi je vous aime. J'aime tout le monde, mais je vous aime particulièrement. Je vous remercie de votre focalisation sur moi, mais bon. Alors, c'est intéressant que vous défendiez l'écologie, c'est très bien, mais je vous invite à faire remonter le message une fois encore à votre parti politique national, parce que c'est sous le mandat En Marche et UDI qu'on vient de réouvrir 4 usines de charbon. C'est pas sous la présidence de la République, de la Ligue du Sud ou de Éric Zemmour ou de quoi que ce soit, c'est sous celui du parti pour lequel vous avez voté au présidentiel, aux législatives, etc. Donc faites remonter les informations à ceux qui ont les mains, à vos amis, il n'y a pas de problème. Et puis nous, après, une fois que la réglementation aura été mise en vigueur par vos alliés, on agira en conséquence, il n'y a pas de problème. Ah oui, rapport de la CRC. Alors, je pense que vous n'avez pas du tout compris ce qui s'est passé, mais ça a été le cas pendant la campagne électorale. Vous n'avez pas compris l'objectif politique de préemption des fonds de commerce et des immeubles mis en place par cette majorité sous la précédente mandature. Mais pourtant, c'est très très simple, et c'est peut-être ce que devrait faire le comté ou ce que devraient faire les communes de vos autres majorités. En fait, il y a, mais c'est national, je pense qu'il faut que vous sortiez un peu, si vous allez à Avignon, ce sera le même problème, il y a une destruction des centres-villes, savamment orchestrée par les pouvoirs politiques, et pour X et Y raisons. Face à cela, qu'a décidé de faire la mairie d'Orange? C'est important que vous écoutiez. Elle a décidé, dès que c'était possible, de préempter les fonds de commerce et d'acheter des immeubles justement pour les rénover, pour éviter les marchands de sommeil, ceux qui louent à bas prix ou ceux qui louent dans des conditions d'hygiène très peu recommandables. Le service est doté depuis plus de 6 ans maintenant, et je tiens à saluer l'agent qui n'est pas là, Sylvie Bernasconi, qui fait un travail remarquable
sur l'habitat indigne. Et donc c'est ça que fait la mairie. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le rapport de la CRC, Madame Normani, si vous l'aviez bien lu? Elle dit que effectivement le patrimoine immobilier, du fait de cette politique volontariste de ne pas transformer le centre-ville, comme c'est dans la plupart du temps le cas en France, en un sous-quartier ou une zone d'insécurité, elle a dit oui, vous avez un patrimoine immobilier trop important. Mais évidemment, puisque d'abord ça a été la course contre la délinquance. Donc forcément, on a fait ça pour assainir le centre-ville. Mais si ça ne vous plaît pas, allez faire le tour des autres villes du département et voyez à quoi ressemble un centre-ville d'une ville normalement provençale. Vous y verrez du commerce communautaire, vous y verrez de l'insécurité, vous y verrez, mais vous n'y verrez plus de commerce. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on assainit déjà? On fait en sorte qu'il y ait un public qui soit fréquentable. Et après, vous avez effectivement une partie des locaux municipaux qui sont en train d'être remis aux normes et qui sont remis à disposition de certains commerçants. C'est pas encore parfait. On va pas se mentir, c'est pas encore parfait. Mais c'est en train d'être rénové. Et vous en avez d'autres qui sont pris ou rachetés par les privés et qui le rénovent. Et qui font de l'habitat de standing et qu'il faut qu'on a peut-être, c'est peut-être la seule piste qu'on a pour refaire du centre-ville d'Orange, comme dans tous les centres-villes de France, un centre-ville qui soit redynamisé. Ça, c'est important que vous le compreniez. Donc, on n'appliquera pas vos recettes à 2 balles qui ne marchent dans aucune des communes qui sont gérées par vos partis. Ça, c'est sûr. On fait quelque chose d'inédit. Voilà. Donc, vous avez mal lu le rapport de la CRC. On pourra le lire ensemble si ça vous intéresse. Mais vous l'avez mal étudié. Autre point, il y avait... alors, Madame Aloui, sur la formation des élus de la majorité. Ben, en fait, les années précédentes, c'était essentiellement vous qui preniez les enveloppes pour les formations. Donc du coup, effectivement, on va suivre votre conseil. Maintenant, on va les faire bénéficier aux élus de la majorité qui étaient moins gourmands que vous. Moi, ça fait 6 ans que je suis conseiller départemental. Alors, je devrais suivre le conseil de M. Laroyenne. Je n'ai pas voulu que les Vauclusiens payent mes formations, effectivement. Je le reconnais. Donc du coup, peut-être que vous, ça vous a permis d'être cadre, je vous en félicite d'ailleurs, les formations payées par la ville. Mais on va écouter votre conseil et si les élus de la majorité le souhaitent, ils pourront effectivement en bénéficier. Mais vous n'avez pas la parole, soignez-vous. Madame QR. Politique verte. Ah, ça reprend. Oui, alors c'est pareil, si vous suiviez l'actualité orangeoise, vous sauriez que le projet du quartier gare n'a pas été maintenu par le maire. Ça a été une étude qui a été faite, mais effectivement, ça n'est pas une demande du maire que d'avoir 500 logements d'un coup. Donc effectivement, c'est un projet qui ne se fera pas, mais c'est paru dans la presse, il me semble. Oui. Mais donc, vous le saviez? Mais vous avez payé. Non, mais oui, si vous le saviez, alors pourquoi vous posez la question de dire voilà. Faire payer des études si on sait que la. Mais vous n'avez pas la parole. Et surtout de la rénovation du PEM qui concernait cette partie-là. Mais c'est dommage que vous ne soyez pas élu. Donc du coup, il n'y a pas que le logement. Si on vous avait laissé venir plus tôt, si votre tête de liste vous avait laissé venir plus tôt, vous seriez un peu plus au courant. Mais il n'avait pas confiance en vous, il a dit dans la presse. C'est dommage. Donc du coup, ça répond un peu à votre question. Non, il n'y aura pas 500 logements de plus au niveau du quartier de la gare, mais on ne vous a pas attendu pour mettre en place la rénovation du cœur de ville, et on ne prendra pas de conseils de gens qui sont mis derrière Xavier Magnin et la gestion du comté. Voilà, merci. Bon, maintenant c'est à moi de répondre. Je sais que ça vous fait plaisir. Donc, on va essayer de répondre à tout. Alors d'abord, je n'ai jamais dit que j'étais contre le développement économique. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit, par contre, que le premier compétent pour le développement économique, c'est l'État. Alors je vous le répète, le premier compétent pour le développement économique, c'est l'État. Que fait l'État depuis 50 ans, depuis cette 5e République? Au lieu d'assumer son devoir de fournir de l'emploi à tous, comme le prévoit la Constitution, il fait un traitement social du chômage. C'est-à-dire qu'il prend de l'argent à ceux qui travaillent pour le distribuer à ceux qui ne travaillent pas. Ce n'est pas une mauvaise idée tant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Mais quand les aides donnent un revenu pratiquement équivalent à ceux qui ne travaillent pas qu'à ceux qui travaillent, petit à petit, les gens qui travaillent à bas salaire se découragent et préfèrent ne pas travailler en ayant le même pouvoir d'achat. C'est mathématique. C'est normal. C'est normal. Je ne critique pas les gens qui bénéficient du système. Si le système a été voté par des crétins, il est normal que les moins crétins en profitent. Mais le problème, c'est que ça tue l'emploi. Ça détruit l'emploi. Parce que les donneurs de travail, les entreprises,
elles vont chercher les bas salaires. Hein, et elles vont chercher là où les gens travaillent et travaillent pour le moins cher possible. Donc les entreprises foutent le camp. Avec cette politique de gribouille de l'ensemble des partis politiques, eh bien, on tue l'économie, on tue l'emploi. Donc tant qu'on ne change pas ça, ben, les emplois que l'on crée sont des emplois difficiles, hein, et de brève survie. Donc, ce n'est pas ce que nous pouvons faire au niveau local qui va changer cette destruction systématique du travail et même de l'esprit du travail. Maintenant, c'est tellement évident, hein, que vous ne le compreniez pas m'interroge. Soit vous le faites exprès, hein, vous ne voulez pas comprendre, soit, si vous voulez comprendre, vous avez des difficultés de compréhension, mais ça, ce n'est pas la formation qui va vous arranger ça. Hein. La formation, elle ne fera rien. Hein, alors, je vais répondre un peu en vrac à tous vos délires. La transition écologique. C'est dramatique, la transition écologique. Nous avons une 5e République qui tue tout. Elle tue tout. Hein, elle tue l'emploi, on vient de l'évoquer, elle tue la médecine, on le voit avec le Covid, elle tue tout, elle tue l'enseignement, et quand elle ne tue pas assez vite, la politique étrangère que l'État même fait qu'on les égorge, etc. On est dans un pays de fous. Bon, donc, vouloir prétendre que c'est l'action municipale qui va pouvoir lutter contre la destruction du cadre de vie, c'est délirant. Alors, on m'a fait cela il y a 25 ans. Il y a 25 ans, quand on a refait le cours à de Briand, il y avait des arbres qui étaient malades, il a fait, j'ose dire, Dieu merci. Nous en avons dit, on m'a fait un pataquès, toutes les oppositions hurlaient, dans la foule, la presse hurlait, tout le monde hurlait, on allait abattre quelques-uns. Aujourd'hui, on voit que la transition écologique, on l'a menée avec talent, parce que les arbres sont en bonne santé, et en règle générale, chaque fois qu'on arrache un arbre, on en plante 2 à la place. Donc la transition écologique, on n'a pas de recevoir une opposition délabrée pour la faire. Et il y a 10 ans, on a refait la ZAC les vignes, contre lequel vous hurlez constamment, tout en disant qu'on ne fait pas rien pour l'emploi, c'est nous qui l'avons fait, c'est de l'emploi, hein, mais on l'a fait écologique, puisqu'on a de la production d'énergie solaire qui a été faite là-dessus, et on était un des premiers à le faire. Mais c'est pas de la transition écologique, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ils s'appellent. C'est pas du droit économique non plus, je ne sais pas comment ils s'appellent. Et il faut dire que quand on ne veut pas comprendre, c'est difficile de comprendre. Je vais prendre ce truc. Les entreprises. Ah oui, il faut ajouter aussi pour le développement économique et pour la richesse de la vie. C'est que l'État nous impose 25% de logements sociaux. On n'y est pas tout à fait, on est à 22 ou 22, mais il y a 21% de logements sociaux. Dans le contexte de la destruction du travail que mène l'État, imposer des logements sociaux, c'est amener de la pauvreté. Hein. Et c'est d'autant plus désolant que ces logements sociaux ne profitent pas aux indigènes pauvres, ils profitent aux nouveaux arrivants qui viennent de l'autre côté de la mer ou d'ailleurs. Donc la pauvreté, elle n'est pas organisée par la ville, elle est organisée par l'État. Alors on peut refuser de voir, bien sûr, surtout quand on se réclame des partis d'ailleurs, tout simplement. Mais la vérité, elle est là. Et on n'a pas besoin d'aller sur une formation pour le comprendre, pour peu qu'on ait besoin d'intelligence. Et l'intelligence, ça se travaille. Alors, sur la formation, il y a un truc que je veux qu'on ajoute, c'est apprendre aux élus le respect du règlement intérieur. Parce que la démocratie, ça commence par ça. Ça commence par respecter le règlement intérieur. Quand on ne respecte pas le règlement intérieur, on ne respecte pas la démocratie, on ne respecte pas la République, on ne se respecte pas. Hein. Vous ne vous respectez pas. Vous n'obéissez pas au règlement intérieur et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas montré vos compétences pour y obéir. Donc ça, on va l'ajouter. Le reste ne voit pas beaucoup d'intérêt. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 6. L'approbation du règlement intérieur pour la formation des élus.
Est-ce qu'il aura été distribué? Il est dans le dossier, le règlement intérieur. Le règlement intérieur sur la formation. Le règlement intérieur sur la formation municipale, on l'a pas encore. Donc je pense que l'opposition a été très attentivement. Mais l'ancien, ça pique encore. Donc je demande au conseil municipal de bien vouloir adopter le règlement intérieur pour la formation des élus tel qu'il a été présenté ci-dessus et autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, quand vous respectez le règlement, moi je sais volontiers que je vous écoute. Et je ne vous coupe pas en général. Une petite parenthèse, si vous voulez qu'on appelle le règlement intérieur, il faudrait pouvoir l'adopter. Il y est encore, hein. Il est toujours valable. C'est l'ancien. Il y a des nouveaux élus. C'est l'ancien qui marche. Mais ils ont le droit de le demander, on le leur donnera. On leur a déjà donné. Les services nous disent qu'il aura été distribué. Même à la petite dernière que son tête de liste ne voulait pas, c'est bon. Alors, est-ce que je peux intervenir sur la formation? Si vous me le demandez poliment, c'est avec plaisir. Alors, j'ai voulu comparer les règlements intérieurs en matière de formation des élus sur plusieurs communes, avec celui que vous nous présentez. Globalement, c'est un règlement intérieur qui ressemble à la plupart des règlements intérieurs. Sauf qu'il manque une clause démocratique qui assure la transparence et le contrôle de l'argent public. Clause qui figure dans tous les règlements intérieurs de formation des élus dans les autres communes. À l'article 7, relatif au débat annuel, il manque donc une clause importante. Lors du vote du compte administratif, vous devriez présenter un tableau récapitulant les actions de formation des élus financés par la commune, état récapitulatif qui donne lieu à un débat pour garantir la transparence auprès des orangeois. Cette mention ne figure pas, c'est bien dommage, Marcel. Alors, cette mention importante ne figure pas au règlement intérieur. On peut se demander pourquoi, car le bilan des formations suivies par vos élus est pour le moins étrange, parce qu'en fait, je suis allée chercher le compte administratif 2019 et j'ai trouvé, normalement, nous avons le bilan des formations réalisées en 2019. Je vous fais remarquer au passage, au fils du maire, que depuis 2013 que je suis élue, j'ai réussi à partir 2 fois en formation parce que vous avez multiplié les obstacles pour pas que je ne puisse partir en formation. Alors, en 2019, devraient figurer les noms des élus et les formations suivies. Au lieu de cela, nous avons quelques formations réalisées par certains élus, tous d'ailleurs en matière de communication. Pourtant, on ne vous entend pas beaucoup parler, messieurs et mesdames les élus. Hein. Et par contre, en fait, ce qui est fortement étrange, c'est qu'en 2019, vous avez financé des formations qui vont avoir lieu en 2021 et 2022, parfois pour des élus qui ne siègent même plus au conseil municipal. Marie-Joseph Martin, Georges Christian, Marco Xavier, qui doivent se former à la prise de parole en public et au débat contradictoire. Allez-y, messieurs, mesdames, montrez que vous avez été bien formés. Donc ça, ces formations sont prévues pour 2021 et 2022. Et vous avez prévu toujours un financement de ces formations de prise de parole en public et débat contradictoire pour M. Casero et pour Gérald Castanière le 22 mars 2022. Il faut y croire quand même. Hein. Vous avez même pris en charge en 2019. Voilà. Alors, où est passé cet argent? Où est passé cet argent? Vers quel organisme il a été désigné, dirigé? On peut se demander. Comment payer des formations dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans à l'avance, alors que vous multipliez les obstacles quand les élus de l'opposition veulent partir en formation? Alors quand même, très honnêtement, on comprend pourquoi vous ne voulez pas mettre une clause supplémentaire dans ce règlement intérieur qui vise effectivement à ce qu'il y ait un débat annuel sur le départ en formation des élus et le choix des formations. Parce qu'ils sont tous partis là pour prendre la parole en public et s'initier au débat contradictoire. Manifestement, la formation n'était pas très bonne.
Et en plus, monsieur le maire, vous qui êtes attaché aux finances publiques, en 2019, on devrait avoir le bilan de ce qu'ils ont fait en 2019, vous avez utilisé les deniers publics pour financer des formations qui n'ont pas encore lieu, avec des élus qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a vraiment un petit souci là. On a besoin d'explications importantes. Oui, j'interviendrai. Il y a d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions? Je réponds. Marcel, c'est Marcel. Il n'y a pas d'autres questions? Non, moi simplement, si mes souvenirs sont bons, il me semble que Mme Pellegrin avait eu une formation de la part de la municipalité. Et elle est plus présente aujourd'hui aussi. Il me semble que Mme Pellegrin, qui siégeait à vos côtés d'ailleurs, avait eu une formation. Mais Mme Alaoui en a eu plusieurs, hein? Deux. Et elle n'est plus là, Mme Pellegrin. Combien vous en voulez? Non mais elle a fait une formation. Vous financez une formation de testament. Et on va vous y répondre à ça. 2023, arrêtez de vous répéter. Vous vous prenez pour qui? Pour des abrutis ou quoi? Et vous prenez pour qui? Écoutez, madame Alaoui, je suis désolée, je vous réponds. Oui, On m'appelle Aloui, et pas Alaoui. Alors c'est vrai. Mais non, mais nous, Vous nous aviez dit Alaoui. vous nous aviez plus à nous. Vous posiez vos affiches, il y avait marqué Alaoui. C'est vrai que. Bon, voilà. C'est vous qui m'appelez Alaoui. Mais non. Au début, c'est le nom que vous nous avez donné. Déposé comme Alaoui. Si vous avez voulu changer, c'est votre droit. Ne vous cassez pas les pieds. Oui, alors, en fait, vous avez répondu vous-même sur la première partie de votre question, puisque la loi oblige à le mettre dans le compte administratif. Et vous avez trouvé, manifestement, dans le compte administratif, les élus qui ont fait la formation. On a transmis, on a demandé au service, effectivement, on ne comprend pas le truc. Là, par contre, sur la deuxième partie, ça doit être une erreur, voilà, mais donc on va attendre que les services répondent à votre question, et puis si c'est une erreur, ça sera corrigé, il n'y a pas de difficulté. Mais il faut la fermer un peu. Vous avez, ça fait 4 fois que vous répétez la même chose. Il ne peut s'agir que d'une erreur. On ne peut pas avoir facturé quelque chose qui n'a pas encore été fait. Mais vous êtes, je vous remercie d'être vigilante, ça va nous faire un rapport aux fonctionnaires qui ont fait la bêtise. Je suppose que c'est le but poursuivi. Vous comprenez bien que ce n'est pas les élus qui s'occupent de ça, c'est les fonctionnaires. Alors si vous voulez qu'on sanctionne les fonctionnaires, on verra avec elles si elles sont d'accord pour qu'on les sanctionne, parce que nous on les aime bien. Mais si vous demandez effectivement avec brutalité qu'ils soient sanctionnés, eh ben on y mettra une sanction, la plus petite possible. Mais arrêtez de vous répéter. Ça ne peut être qu'une erreur matérielle. Il y a un trésorier payeur n'acceptera jamais de payer quelque chose qui n'est pas fait. Il faut être une ignorance crasse pour un caméra pour dire des bêtises pareilles. Bon, premier point. C'est important. Hein? Important. Bon. Mais vous pouvez interroger le trésorier payeur, il ne peut pas payer ça. Et arrêtez de vouloir culpabiliser. On ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. C'est obligatoire votre truc sur l'article 7. Le fonctionnaire nous le dit. Mais est-ce que c'est vrai que ça aurait été peut-être mieux que vous le mettiez, mais on ne va pas en faire un fromage. Troisièmement, ça fait 4 fois que vous engueulez les élus de la majorité parce qu'ils parlent passé. Il faut être un peu raisonnable. Si les élus de la majorité parlent autant que ce que vous parlez pour raconter des bêtises, on ne serait pas sorti de l'auberge d'une part, et d'autre part, on découragerait la presse, elle partirait en courant. Il faut arrêter, on n'est pas tout le temps obligé de parler. Pareil, la place où les élus de la majorité s'expriment, c'est dans la réunion de la majorité. Dans la réunion de la majorité, on passe les dossiers par un, je pense que c'est ce que vous faisiez quand vous étiez dans la majorité, et on les étudie, ils posent les questions qu'il y a, et ils disent ce qu'ils ont à dire, ce qui est normal. Une fois qu'ils sont ici, ils peuvent parler comme ils veulent, ils ne sont pas obligés, on ne va pas leur mettre un couteau sur la gorge pour les obliger à raconter des trucs s'ils n'ont pas envie. Mais qu'est-ce que c'est ce totalitarisme-là? Il n'y a plus de ministère ici. Bon, ceci étant dit, on passe à l'autre. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour le dossier de Josan, merci. On mettra l'annexe au truc 7 et on fera une correction de toutes ces erreurs de frappe qui sont quand même très dommageables. L'ensemble des services est fort mari. Je suppose qu'à la fin de réunion, ils viendront pleurer sur mon épaule et me dire qu'ils ne le feront plus. Dossier numéro 7. Organisation des astreintes de permanence des délégations du conseil municipal. Oui, c'est un additif à la délibération du conseil municipal de décembre 2017. Il s'avérait que le service des affaires juridiques
n'était pas impliqué dans ce cadre de l'application des règles nouvelles et législatives. En matière d'insalubrité, il nous apparaît évident que le service juridique fasse partie de ces astreintes. Il convient donc de compléter le tableau annexé à la délibération que vous avez donc derrière et d'y inclure le service des affaires juridiques. Il y a des questions à poser. Oui, allez-y. Vous n'avez pas répondu. Quel organisme de formation a assuré la formation de vos élèves? Bon, c'est fini ça. Hein. Oh là là. Est-ce qu'il est choisi? Ils sont forcément agréés par le ministère. Ils ne peuvent être agréés par les ministères. Ça, je sais. Ça ne peut pas être autrement. Vous avez le choix, hein, entre ceux qui sont du Front National. Agréé. Non, on n'est pas le bonté ici. Non. D'ailleurs, j'en profite pour dire, puisque vous insistez, c'est que le bonté est un exemple de développement économique. La ville est morte parce qu'on a fait du développement économique à tout craint dans la zone du bonté, qui est en train de s'asphyxier d'ailleurs. Hein. Ben, c'est pas ça notre philosophie, vous voyez. Nous, on ne veut pas faire d'Orange le bonté, on veut faire d'Orange une belle ville qui vit avec un centre-ville le plus dynamique possible. On passe au vote. Et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents. C'est l'heure de passer au vote. Bon, vous n'avez pas de questions? Alors on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 8. C'est la mise en œuvre du régime indemnitaire des fonctionnaires et contractuels du droit public. C'est un additif là aussi à la délibération du conseil municipal de 2004. Je pense que vous l'avez à peu près vu. Pas de questions? Pour la filière culturelle et pour l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, le cadre d'emploi des contrats d'enseignement artistique ne figurait pas dans le tableau de loi. Il est donc demande au conseil municipal de bien vouloir compléter le tableau annexé à la délibération, décider que les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents contractuels de droit public de la filière culturelle peuvent bénéficier conformément aux critères mentionnés dans la délibération de 2004. Des indemnités et des primes figurant au tableau annexé. Dire que les bénéficiaires, les montants et les coefficients multiplicateurs seront déterminés individuellement par monsieur le maire. Dire que le régime indemnitaire sera versé selon le régime mensuel et que les montants évolueront en fonction de la traduction des textes qui les modifieront. Et autoriser monsieur le maire ou l'adjoint des délégués tous les documents relatifs à ce dossier. Oui, allez-y. Je sais pas. J'hésite. Comme vous abusez tout le temps, j'hésite beaucoup. Une question en fait, Patrick, Sabina et moi-même, nous avons la volonté de cette opération. Mais ce qui est un petit peu surprenant, c'est que vous vous rendez compte aujourd'hui que dans le tableau de régime indemnitaire, il n'y a pas les professeurs d'enseignement artistique. L'école de musique, elle a été créée par le maire communiste. Donc il y a déjà quelques années. Il y a déjà 25 ans que nous avons eu le maire. Donc on ne comprend pas comment le service qui existe depuis les années 80, aujourd'hui on se rend compte que la filière culturelle, la filière artistique ne soit pas intégrée dans le régime indemnitaire. C'est un petit peu surprenant, mais sinon on va le voter. Non, mais je peux éventuellement vous répondre, puisque c'est un maire communiste qui a créé les conservatoires. Très bien, hein, quelque chose qui est très respecté à Orange. C'est nous qui le payons. C'était des assistants d'enseignement. On est bien d'accord. Ce sont des professeurs. Donc, vous soi-disant bien la filière éducative, il y a les professeurs et les non-professeurs qui sont les adjoints d'enseignement. C'est valable pour l'éducation nationale comme pour la musique. Voilà. Oh, pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Pas d'autres questions du tout. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 9, Xavier Marteau. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, donc il s'agit de présenter une modification concernant les élus membres de l'ASA de la Meybe. Donc il a été demandé de modifier cette liste, à savoir le remplacement de M. Jonathan Argenson, qui était 4e sur cette liste, par M. Michel Bouillet. Il a donc demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de modifier la délibération 377 de 2020, susvisée, et d'élire à main levée, avec l'accord unanime des membres du conseil, M. Michel Bouillet, en remplacement de M. Jonathan Argenson, pour représenter la ville au syndicat intercommunal de la Meybe.
Donc vous avez en point numéro 2 la liste, je ne vais pas l'énumérer, et autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Donc on peut passer au vote. Pas de questions? Si, question. Pardon. D'abord, on constate que vos élus, ils démissionnent rapidement quand même. Même pas le semestre. Donc il faut déjà le remplacer. Mais en plus, parce que c'est le syndicat de la Maine, vous avez fait une publication dans le comité municipal là, sur Lazare, le syndicat de la Maine. Apparemment, là, M. Baluffin, le directeur, il s'en va et il est en train de faire une déclaration de guerre là, pour mettre le pied sur son remplaçant. Là. Parce que ça y ressemble étrangement quand même. Hein. Vous pensez que le nouveau, il aura un peu les moyens, il est un peu moins solide et que donc vous allez faire la pluie et le beau temps, c'est ça? Les questions et les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Je voudrais juste intervenir pour faire part que je compte sur tous ces représentants d'être le gardien de l'entretien de nos cours d'eau et surtout sur un cours qui longe notre commune et sur laquelle je commence à m'inquiéter parce que l'entrée de ville sur le pont du Lègue est très propre et quand on remonte sur les Sablas Canarées, l'Aigle n'est plus du tout entretenu et je m'interroge sur la hauteur des travaux qui ont monté et que nous sommes à l'aube de la crue centenaire, la dernière avait lieu en 1923 et je m'interroge vraiment beaucoup là-dessus. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il faudrait que Xavier réponde. Attends. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Xavier, tu dis un mot, peut-être j'ajouterai un autre moment. Bon, moi je vais d'abord répondre à Mme Aloui concernant effectivement peut-être un droit de réponse, mais simplement, quand vous dites tout à l'heure, vous nous accusez de ne pas prendre la parole, effectivement, on respecte le règlement intérieur du conseil municipal, et on prend la parole que, effectivement, s'il y a un sujet où le maire nous donne l'autorisation de nous exprimer, on le fait, sinon c'est lui dignement qui représente l'ensemble des 28 conseillers municipaux, et si chacun y mettait du sien, on n'en finirait jamais, nos sessions dureraient la journée. Donc c'est simplement par discipline qu'on se tait, c'est tout simple. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut débattre quand le moment est venu. Donc là, simplement pour répondre à votre question pour la Maine, pourquoi changer un nom par un autre? Tout simplement parce que M. Gouillet, et il y a l'élu qui est donc délégué au monde agricole. Donc qui dit monde agricole, il y a également l'ASA de la Maine participe amplement à l'irrigation de notre ville depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et c'était un peu normal qu'il soit intégré dans cette liste des élus dont vous êtes d'ailleurs, dont vous faites partie. Et c'est tout à fait logique, quoi. Il n'y a pas de critique à amener là-dessus. Ensuite, quand vous parlez de l'article qui est paru effectivement sur le site de la ville concernant cet hasard, il y a des mises à jour à faire qui se font actuellement en concertation pour l'application d'une loi qui existe depuis quelques années. On a suffisamment débattu là-dessus, ça s'appelle la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, pour laquelle notre hasard, dont nous sommes membres, pour les 9/36e du conseil d'administration, tout simplement parce que son règlement, son statut actuel, qui n'a pas été révisé depuis la dernière loi sur l'eau de 2006, a besoin d'être actualisé par rapport à la GEMAPI, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de détruire cet hasard, mais au contraire, elle fait un travail remarquable et remarqué, aussi bien au cœur de ville, mais surtout à l'extérieur de la ville. Elle gère 84 km de cours d'eau, donc c'est pas neutre, que les orangeois peut-être ignorent pour certains. Mais en tous les cas, elle fait un travail remarquable. Donc ne dites pas qu'on cherche à perturber M. Baluffin, qui va effectivement être remplacé par un nouveau directeur, qui est un monsieur que je connais parfaitement, et qui était avant le directeur de Louvez, donc du bassin versant de Louvez, qui gérait les 850 km² que représente ce bassin. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment du métier, ingénieur hydraulicien, et je pense qu'il saura, avec nous, en concertation, mener à bien l'actualisation des statuts de cet hasard pour qu'elle fonctionne de concert avec l'intercommunalité qui a la compétence et la ville, bien entendu, pour laquelle il y a derrière le foncier que nous représentons à travers les 9 élus qui sont désignés. Voilà. Oui, j'ajoute que le changement de directeur, nous l'avons appris
par la presse. Un peu de façon cavalière, ce qui est vrai. Et on n'a pas été consulté. Et on a constaté d'ailleurs qu'on n'avait pas de vice-président dans la mail, alors que la logique, c'est qu'on est, pour être au courant de tels événements, qu'on ait un vice-président, parce que ça nous a permis d'être au courant. Mais ce n'est pas nous qui l'avons choisi, donc ce n'est pas une marionnette que nous aurions pu mettre, pas du tout, puisqu'on le connaît. Enfin, moi, pour ma part, je ne le connaissais pas, et toi, tu le connaissais à travers une autre Louvèze, à travers le syndicat de Louvèze. Est-ce que tu peux répondre au dire de notre nouvelle conseillère municipale? En clair, je sais pas. Tu nous as parlé de l'aigle, alors que c'était pas l'ordre du jour. Oui, mais c'est bon, c'était pas le. C'est pas l'ordre du jour. Je peux réponds. C'est la même. Non, c'est la même. C'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour, c'est pour ça que je ne comprends pas. Faut lire. Et ça, je suppose que dans la formation, il y aura une formation qui dira qu'il faut lire les dossiers avant d'en parler. On passe au vote. Qui est contre? Ça va lever normalement pour la désignation de M. Chépouillet. Ah oui. Deux abstentions, les autres sont pour. Merci. Dossier numéro 10. Alors, il y a Xavier, un conseiller municipal m'a fait remarquer qu'à la ligne numéro 6, il y avait une faute de frappe. Oui, c'est bon, j'ai vu. Tu as corrigé des logements touristiques. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous corrigez tous, à la ligne numéro 6, au lieu de intergénérationnel, c'est touristique qu'il faut lire. Bien, donc je présente cette 10e délibération. Il s'agit donc du lancement de la procédure de déclaration du projet numéro 1 du PLU pour l'écoquartier Saint-Eutrope et de la concertation préalable avec Garant. Donc ceci se réfère bien sûr à tous les codes de l'urbanisme, code de l'environnement et à notre PLU qui a été approuvé donc, le 15 février 2019. Considérant que la commune d'Orange souhaite depuis plusieurs années permettre le développement d'un écoquartier sur le site d'une friche et d'une ancienne carrière, dit site Saint-Eutrope, l'opération envisagée sur ce site doit constituer un aménagement exemplaire en matière de développement durable. Ce véritable quartier de ville, situé à proximité du centre-ville, proposera des formes urbaines et architecturales innovantes et permettant de répondre aux besoins communaux et intercommunaux en matière d'équipement public, de logement et d'équipement touristique, de loisirs et de formation, tout en créant une réelle dynamique de développement économique. Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune d'Orange nécessite une adaptation à la réalisation d'un tel projet d'aménagement, en effet, il est nécessaire, dans un premier temps, que les terrains concernés, classés actuellement en zone urbanisée dite fermée, donc 2 AUT au PLU, soient ouverts à l'urbanisation en vue d'accueillir une mixité des fonctions urbaines. Deuxièmement, que le projet d'aménagement de développement durable, donc ce qu'on appelle le PADD, soit ajusté dans la mesure où actuellement le site Saint-Eutrope est identifié en tant que secteur à dominante d'équipement de loisirs et de tourisme sans réalisation de logement. Considérant que ces évolutions nécessitent, au vu du projet, l'organisation d'une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU. Considérant que cette procédure peut s'appliquer indifféremment aux actions, opérations ou programmes de construction publique ou privée présentant un intérêt général. Considérant qu'un tel projet présente un réel intérêt eu égard aux besoins communaux et au développement économique qu'elle représente, considérant que la procédure de déclaration de projet en portant mise en compatibilité du PLU peut être initiée par la personne publique compétente en matière d'urbanisme, considérant que dans ce contexte, la procédure de déclaration de projet en vue d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est initiée par la commune. Considérant que la procédure de déclaration de projet est décrite par les articles L153-54 à L153-59 du Code de l'urbanisme qui prévoit que, premièrement, le dossier de déclaration de projet, une fois constitué, doit faire l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, donc la CCPO, et des personnes publiques associées avant sa mise à l'enquête conformément aux articles L153-54 du Code de l'urbanisme.
Deuxième point, le projet de mise en compatibilité du PLU est soumis à l'enquête publique par le maire de la commune conformément à l'article L153-55 du Code de l'urbanisme. Troisième point, la mise en compatibilité du document d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvé par déclaration de projet prise par délibération du conseil municipal. Considérant que par ailleurs cette procédure de mise en compatibilité doit donner lieu à une évaluation environnementale et entre donc dans le champ d'application de la concertation préalable prévue par le Code de l'environnement en application de l'article L121-15-1 du Code de l'environnement et du droit d'initiative d'une concertation avec garant prévu par l'article L121-17-1 du même Code. Considérant que la commune pourrait elle-même prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable avec garant, respectant les modalités prévues aux articles L121-16 et L121-16.1 du Code de l'environnement, un garant étant une personne indépendante ayant la charge de s'assurer que la concertation se déroule dans des conditions suffisantes pour que s'établisse un climat de confiance entre le public et les autorités concernées. Considérant que ce garant sera alors désigné par la Commission nationale des débats publics, la CNDP, conformément à l'article L121-16-1 du Code de l'environnement, considérant que les modalités de cette concertation seront précisées par une délibération ultérieure après désignation du garant. Considérant qu'à l'issue de la concertation, le bilan de la concertation préalable sera rendu public par le garant, après avoir entendu donc l'exposé et la proposition de M. le maire, et considérant que la procédure de déclaration de projet est justifiée au regard des éléments exposés ci-dessus par M. le maire ou son représentant, après avoir délibéré, le conseil municipal décide donc approuver le recours à la procédure de déclaration de projet portant sur l'intérêt général du projet avec mise en compatibilité du PLU de la commune d'Orange, habiliter M. le maire à saisir la Commission nationale des débats publics en vue de la désignation d'un garant chargé de mener la concertation préalable et définir avec lui les modalités possibles de la concertation. Voilà, M. le maire. Merci. Y a-t-il des questions? Allez-y.